Donc, pour commencer, on va se présenter. Ça paraît être la moindre des choses. Donc, moi, je m'appelle Alix Romatet et je travaille chez SimilarWeb depuis 3 ans. Et aujourd'hui, je gère les équipes marketing à l'international. Et moi, je m'appelle Inès Durand, je travaille chez SimilarWeb depuis 2 ans et je suis dans l'équipe Market Insights donc pour faire sens de notre donnée et vous concocter plein de présentations comme celle-ci aujourd'hui. Alors, de quoi est-ce qu'on va vous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, donc, on va commencer par une introduction pour introduire bien sûr le sujet des SERP et pourquoi il est important de s'y intéresser. Deuxièmement, on va plonger dans les spécificités des SERP en France, notamment en comparaison, en menant une analyse comparative avec d'autres pays. Et enfin, nous finirons avec des tips, des astuces pratiques afin de vous aider à optimiser les SERP dans votre stratégie SEO. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, tout au long de la présentation, à nous poser des questions dans l'onglet questions et dans le chat. On voit ce qui se passe en parallèle. Alors, premièrement, pourquoi s'intéresser aux SERP ? Donc, on va aller un peu plus en profondeur sur le sujet des SERP. Et si vous ne savez pas ce que c'est, on va vous expliquer ce que c'est. Et si vous connaissez déjà, vous allez quand même apprendre plein de trucs. Donc, les fonctionnalités SERP, ça existe sur Google. Et c'est un module de Google qui nous permet de faciliter nos recherches. En revanche, ça reste complexe. Si c'était aussi simple que ça, on pourrait déjà clore la présentation. Pourquoi est-ce que c'est complexe ? Dans un premier temps, c'est complexe parce qu'en fait, les SERP changent au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que ça va, ça vient. Elles changent d'un marché à un autre. Donc, les SERP qu'on voit en France ne sont pas forcément les SERP qu'on voit en Angleterre, qui ne sont pas forcément les mêmes qu'on voit, vous avez compris. Et ça change aussi d'une langue à une autre. Donc, par exemple, nous qui sommes françaises en Angleterre, si on tape en français ou si on tape en anglais, on va pas forcément avoir les mêmes SERP qui s'affichent. Et tout ça, cette volatilité des SERP rend le travail des spécialistes du SEO et des spécialistes du contenu très difficile. En tout cas, beaucoup plus complexe. Et en fait, aujourd'hui, les fonctionnalités SERP alimentent la stratégie de contenu et doivent être prises en compte dans votre stratégie de contenu puisque il y a une énorme opportunité pour vous, non plus seulement d'être ranké en premier, c'est-à-dire tout en haut des résultats Google, mais d'être vraiment propulsé par Google dans des réponses qui sont les réponses crédibles que le moteur de recherche met en avant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis environ 5-7 ans, Google a commencé à regarder les recherches qui étaient faites et à attribuer des pourcentages aux recherches qui n'ont jamais été saisies auparavant. Et en fait, on se rend compte qu'il y a environ 15% des recherches sur Google qui n'ont jamais été saisies auparavant. Donc, c'est des nouveaux mots-clés qu'on n'avait jamais vus. Et donc, ça provoque forcément des fluctuations dans les SERP, puisque du coup, Google essaye d'anticiper ce que les gens vont poser comme question, d'anticiper les mots-clés qui vont être proposés, et donc d'affiner les SERP et les propositions de SERP au fil du temps. Et donc, du coup, aujourd'hui, nous, ce qu'on vous propose, c'est de regarder justement l'évolution des SERP et de ce qu'a proposé Google. Alors, on prend Google parce que, évidemment, c'est qu'un seul moteur de recherche, mais il y a une part écrasante. Google est le leader, on va dire, de manière assez écrasante sur le marché qui nous intéresse, la France. Et donc, du coup, on va plonger un petit peu dans ce sujet-là pour vous expliquer pourquoi est-ce que ces SERP sont volatiles et comment justement cette volatilité et connaître cette volatilité vous permet d'avoir un coup d'avance dans la stratégie marketing de votre entreprise. Alors, quand on fait une recherche, si on prend un peu de recul par rapport à ce qu'on expliquait juste avant, il y a deux manières de faire de la recherche. Il y a ce qu'on appelle le pull et le push. Le push, c'est quand l'information vient directement à vous sans que vous l'ayez sollicité. Donc, par exemple, Google Discover, qui est une des features de Google qui vous pousse du contenu en fonction des précédentes recherches que vous avez pu faire, ou les flux RSS. Et côté pull, il va y avoir les conversations que vous pouvez avoir, donc soit vocales, soit textuelles, les saisies. Et donc, du coup, ces recherches web, elles vont engendrer l'apparition de SERP et c'est aujourd'hui notre sujet. Ceci étant dit, moi, quand je pense à faire des recherches sur Google ou sur un moteur de recherche, je pense uniquement à pull. Pour moi, c'est moi qui cherche de l'information, mais il y a l'influenceuse d'ailleurs, Lily Ray, qui a montré qu'il y a certains sites web aujourd'hui qui ont plus de 60% de trafic qui vient de Google Discover. Donc, il ne faut pas non plus négliger cette partie push. Ça pourra faire l'objet d'un prochain SSQ si vous voulez. Et du coup, il faut contextualiser ça, toutes ces informations avec les différents moyens, les différents moyens disponibles pour trouver des informations vers le pull to find sur une SERP. Donc, je pense que vous devez être familier avec les 3 types de recherche qui existent aujourd'hui. Des 3 modes, de recherche d'information. Donc, le mode recherche
où l'internaute va effectuer des requêtes vraiment spécifiées avec le but d'obtenir des informations précises. Donc, par exemple, quand on fait une recherche sur une personnalité, quelle est la date de naissance du roi Charles, on s'attend à une réponse très claire. Ou, par exemple, à effectuer la transaction d'un service, par exemple, d'une coupe de cheveux dans un certain en ligne, enfin réserver sa coupe de cheveux, on attend à une réponse très très simple. Deuxièmement, il y a l'apprentissage, donc qui nécessite un traitement cognitif et une interprétation. Donc le temps par l'internaute, il est passé à examiner, à comparer, à prendre des jugements qualitatifs. Donc par exemple, si vous étiez à notre conférence l'année dernière sur la raclette et Tefal, ce serait un internaute qui recherche à comment réutiliser un appareil à raclette, donc, par exemple en regardant des recettes, etc. Et enfin, le troisième mode, c'est l'étude. Donc, c'est un internaute qui prend son temps pour découvrir, pour chercher, pour combler ses lacunes et acquérir des connaissances. Donc, par exemple, si on regardait, si on faisait une recherche sur le prince Charles, son âge, on se dirait, ah, bah, maintenant, où est-il né, ce serait une itération, en fait, de recherche, donc des recherches multiples. Et on peut avoir donc du coup des requêtes quand même précises dans ce mode. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que ces modes de recherche, ils sont interconnectés et renforcés par les SERP. Donc par exemple, quand on se penche sur la recherche, le mode de recherche, donc avec on recherche des informations très précises, une récupération de faits, de sujets connus, on aurait comme exemple de fonctionnalité qui apparaîtrait les featured snippets, donc les réponses instantanées et les panneaux de connaissances. Si on avait une recherche plutôt basée sur l'apprentissage, on aurait les SERP qui apparaîtraient, le impact local, des actualités, par exemple, si vous recherchez des informations sur la guerre en Ukraine, vous allez avoir plusieurs sites internet qui vont apparaître et vous allez décider duquel vous allez obtenir vos informations. Et enfin, l'étude. L'étude correspondrait par exemple au SERP de questions liées. Donc, quand vous posez une question, vous avez une suggestion de quelques d'autres questions liées qui vont apparaître ou de recherche associée. Et comment ces modes sont interconnectés? Par exemple, si on prenait le mode d'apprendre, il pourrait être utilisé par un acheteur ou un consommateur qui cherche à obtenir des informations pour se rendre dans un magasin et acheter un appareil à raclette, par exemple. Donc voilà, on voit vraiment cette interconnexion des modes de recherche et notamment encore plus avec les SERP. Alors effectivement, on vous parle de raclette parce qu'on a oublié de vous dire qu'on est les filles de la raclette de l'année dernière. Pour ceux qui étaient là en octobre l'année dernière, on a fait toute une conférence autour du SEO et on avait utilisé cet exemple-là. Donc ne soyez pas surpris par les multiples références de nouveau. Alors pour revenir à nos moutons, comment est-ce que fonctionne un processus de recherche? La première brique en bas, ce sont les mots-clés. Donc soit par voix, soit par saisie. Donc par voix, ça peut être quand on parle à Google Home, quand on parle à Amazon Echo, etc. Donc là, évidemment, il n'y a pas de SERP qui nous sont proposés puisque la réponse, elle va aussi être vocale. Mais ça peut aussi être sur Google, sur vos téléphones. Vous pouvez juste saisir à la voix une recherche et à ce moment-là, Google va vous proposer des résultats. Et puis ensuite, bien sûr, par saisie, c'est le plus classique. Ensuite, il va y avoir un traitement de l'information par le moteur de recherche qui va essayer de comprendre la recherche. Donc, ce qu'il va prendre en compte, c'est la langue utilisée, le pays à partir duquel la recherche est faite, l'emplacement précis dans le pays. Par exemple, si vous faites une recherche en espagnol à Miami, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats que quelqu'un qui fait une recherche en anglais au Texas, même si vous tapez la même chose, etc., etc. Et à partir de cette compréhension de la requête, les moteurs de recherche vont proposer des résultats qui sont biaisés, c'est-à-dire qui prennent en compte tous les facteurs dont on vient de parler, et puis ensuite vont pousser des fonctionnalités SERP. Et là, aujourd'hui, c'est notre focus. Alors oui, pourquoi est-ce qu'on vous parle de tout ça et qu'on remet autant en question? C'est pour vous montrer que, c'est un sujet qui est en train d'être défriché, qui est un peu compliqué, qui évolue beaucoup et qui du coup nécessite une analyse des données pour vraiment être en mesure de saisir ça dans votre stratégie SEO. Et pourquoi? Parce qu'on a vu quand même une multiplication des zéro click search, donc les recherches qui résultent à 0 clic. Et celle-ci complique davantage en fait l'analyse des SERP et quelles sont celles qui marchent. Pourquoi? Par exemple, les réponses directes que vous avez quand par exemple vous tapez l'âge de Joe Biden à l'écran ou la capitale du Canada, vous aurez une réponse qui ne vous emmènera pas, qui répondra directement à la question et qui vous emmènera pas à recliquer sur des liens, etc. Donc, ils fournissent donc ces réponses directes.
à partir de la SERP elle-même et sans nécessiter donc un parcours de l'internaute sur les sites. Deuxièmement, il y a une concurrence accrue sur ces zéro clics, tels que par exemple les extraits en vedette, donc des feature snippets, qui positionnent un site web en haut de la SERP. Ils peuvent donc éclipser d'autres résultats organiques. Il y a moins de clics, donc avec des réponses immédiates disponibles, il y a moins d'incitation, donc comme j'ai dit, pour les utilisateurs à cliquer sur les résultats, les pages répertoriées. Et enfin, au niveau de l'expérience utilisateur, les recherches zéro-clic, elles peuvent quand même offrir une meilleure expérience utilisateur en fournissant des réponses donc rapides et pertinentes. Cependant, elle peut rendre plus difficile pour les propriétaires des sites web à capter l'attention de ces utilisateurs. Donc en fin de compte, les recherches zéro-clic sont une réponse à la demande des utilisateurs pour des réponses immédiates et pertinentes. Mais il vous faut des outils pour analyser quelles sont les SERP les plus pertinentes pour vous permettre de ranker assez haut sur les résultats de recherche. Alors, effectivement, les SERP features vont avoir une influence importante sur de multiples facteurs. Le trafic qu'il y a sur votre site. Donc, comme Inès le disait à l'instant, effectivement, s'il y a de moins en moins de clics, puisque Google propose directement les réponses aux questions, ça veut dire que votre trafic va diminuer, ou en tout cas, la source de trafic SEO va être peut-être moins prévalente. La part de voix, du coup, que vous allez avoir en ligne, la définition de votre classement, la part de trafic de vos concurrents, ça va rebattre les cartes aussi de ce point de vue-là, votre visibilité, votre notoriété, etc., etc. Et donc, du coup, comme la brique SEO d'un département marketing sert à venir faire sur votre site, faire venir du trafic qualifié, et ben en fait, aujourd'hui, les SERP, ça devient un outil, on va dire, de pierre angulaire de ce que doit être votre stratégie SEO. Pour mener cette étude, et on va passer à la phase un peu nerf de la guerre, on a utilisé les données, bien sûr, de SimilarWeb, et on voulait vous donner un aperçu du travail qui a été fait. Déjà, on va regarder 7 pays qui sont à la fois des pays francophones, anglophones, des pays européens, non européens, etc., pour donner un aperçu de ce qui se passe dans le monde quand on parle de SERP. Deuxièmement, en moyenne, on a analysé 458 439 mots-clés par mois dans les différents pays qu'on a analysés, donc les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, la France, l'Allemagne et l'Espagne. Et on a regardé 16 fonctionnalités SERP avec des données qui s'étalent de 2018 à aujourd'hui. Donc, c'est quand même un travail vraiment d'analyse en profondeur dont on va vous livrer les insights principaux dès maintenant. Et donc passons à cette partie de vue d'ensemble des SERP par pays. Et je vais juste poser une petite question pour vous demander, selon vous, est-ce que vous pouvez déjà voir donc entre ces pays, donc on a la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, l'Espagne et l'Allemagne, est-ce que vous pensez qu'il y a des grosses différences ou des SERP prévalentes, en tout cas par rapport à d'autres? Vous pouvez répondre dans le chat. On vous laisse une petite minute, histoire de boire un peu d'eau d'ailleurs. Exactement. Il faut toujours s'hydrater, c'est très important. Excellent, ça marche. Ouais, aux US, plus de fonctionnalités peut-être, ouais. Effectivement, ça peut être... non, c'est pas faux. C'est pas faux. Et on va voir du coup, qu'est-ce qui se passe. Donc aujourd'hui, ce tableau montre l'occurrence des principales fonctionnalités des SERP dans les recherches. Donc, on a fait un résumé de 2018 à 2023 pour un peu gommer les effets Covid, etc. Et globalement, il y a plusieurs grands points qu'il faut souligner. Dans un premier lieu, on voit que la SERP qui apparaît le plus fréquemment dans tous les pays, c'est la recherche associée, c'est la même dans tous les pays. Donc, qui apparaît à plus de 91%, au moins 91% du temps dans tous les pays, de l'Allemagne à la France. Donc, quand même que c'est une SERP qui est régulièrement suggérée par Google. Deuxièmement, la deuxième SERP qui apparaît le plus, c'est autre question. Mais on voit quand même une différence d'occurrence entre les pays. La France, en France et en Espagne, c'est autour de 33, 32, 34% de fréquence d'apparition et bien plus élevé, par exemple, aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Donc, c'est pas seulement lié aux pays francophones, puisque ou non, puisque le Canada est quand même en partie francophone, en partie anglophone, mais plutôt à l'expérience utilisateur, en tout cas la volonté d'utilisateur. Peut-être que les Français, nous sommes moins curieux de savoir ce que nos voisins ont posé comme question. Troisièmement, on voit quand même une grosse différence sur la troisième SERP qui apparaît le plus en fonction des pays. Donc en France, encore une fois, on a un parcours des internautes qui est très très direct, qui ont envie d'avoir des réponses
donc les réponses directes, comparé à, par exemple, aux États-Unis où le local pack, le pack local apparaît dans 45% du temps. Et pourquoi? Peut-être parce que c'est un pays plus grand et les habitants des États-Unis ont moins conscience de qu'est-ce qu'ils peuvent trouver comme service, etc. autour d'eux. Et on voit que, par exemple, les États-Unis et le Royaume-Uni et le Canada, la troisième feature, c'est les internautes recherche aussi. Donc, encore une fois, tu te demandes peut-être qu'ils pensent que les goûts, en tout cas des internautes, sont aussi pertinents que. Donc, c'est quand même le reflet ici, non seulement des consommateurs, donc des différents comportements au niveau des pays, mais également des tests de Google qui, bien sûr, s'adaptent en fait aux préférences des internautes en fonction des régions et va proposer des SERP qui seront plus pertinentes pour améliorer l'expérience internaute et bien sûr retenir en fait les internautes sur Google plutôt que d'aller dans notre moteur de recherche. Alors, je vois que Océane demande ce que c'est que le local pack. C'est quand tu tapes dans Google, par exemple, magasin de chaussures près de chez moi et qu'il y a un petit encart avec une carte avec la proposition de certains magasins autour de toi où tu vois les horaires d'ouverture, etc., etc. On viendra plus en détail. Alors, donc du coup, maintenant qu'on voit un petit peu comment ça se passe à l'international, on va aller bien sûr plus en profondeur, mais je vous propose de regarder en détail les SERP sur le marché français. Et justement, on va aller une à une pour vous montrer, pour ceux qui ne sont pas forcément très à l'aise avec ce qu'on est en train de dire, exactement des exemples des différentes SERP. Donc, commençons donc par la SERP autre question qui était, je ne sais pas si vous vous souvenez la slide précédente, mais la deuxième SERP la plus montrée à travers les pays. Donc, tout d'abord, en regardant, on a toujours regardé cette comparaison d'occurrence, on voit que la France est un peu en dessous de la moyenne en termes d'apparition. C'est quoi, autre question, par exemple, vous connaissez cette célèbre phrase « Comment est votre blanquette ?» les autres questions seront « Quelle est bonne votre blanquette ?» ou « Quelle est votre blanquette origine ?» Donc, les recherches, les autres questions associées à ces recherches. Et la différence de résultats ici, elle est clairement attribuée au comportement du consommateur et non à la langue. Mais ce qu'on va voir, c'est que même si ce n'est pas la SERP la plus élevée, on voit depuis quelques années, slide suivante, une évolution de cette SERP, notamment après le Covid. Donc vraiment une plus grande présence. Et on peut se demander, donc est-ce que c'est seulement un test de Google et est-ce que ça va continuer à augmenter dans le futur? Mais cette SERP, en tout cas, est à garder en tête dans votre optimisation. Et ce qu'on voit aussi, tu disais que c'est arrivé juste après le Covid, ce qui est intéressant, c'est que avec le Covid, on a eu le temps de se poser quelques questions et de poser quelques questions à Google. Et donc, du coup, il y a eu cette mécanique aussi un peu d'interroger de plus en plus. Et donc, du coup, c'est peut-être à partir de là que cette SERP a commencé à exploser vraiment en France, comme on le voit, avec une belle tendance positive qui laisse à présager un futur heureux. Alors, pour ce qui est de la partie recherche associée, donc ici, vous voyez sur le screenshot ce que ça veut dire. Inès, tu peux nous en dire plus? Oui, effectivement. Alors, recherche associée, on a quand même préféré, même si on l'a déjà couverte de manière assez brève sur la première slide, on a voulu la couvrir parce que on voit que c'est une opportunité peut-être pas assez utilisée pour certains sites de ranker assez haut sur des recherches. Pourquoi? Ici, on regarde, donc moi j'habite à Londres, effectivement, c'est un pays, enfin une ville qui est assez humide. Et j'ai effectué la recherche pluie Londres sur Google. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en recherche associée, Google va faire apparaître le British Museum, le Madame Tussauds, le Victoria Albert, etc. Enfin, différents musées comme idée en fait d'activités qui sont associées à un jour pluvieux pour un touriste à Londres. Et donc, il y a une présence forte assez partout de cette SERP. Mais c'est quand même, ça peut être une bonne idée, en tout cas pour des acteurs, par exemple, culturels, quelqu'un qui travaille en SEO pour une institution culturelle, de capitaliser sur ces recherches pour être sûr de se placer assez haut sur cette SERP de recherche associée, puisqu'elle apparaît dans quasiment toutes les recherches. Et on voit vraiment que c'est une bonne opportunité pour certains, même les secteurs où on n'aurait pas forcément pensé. Alors, on passe maintenant à la SERP de Knowledge Panel. Donc, ici, on a fait l'exercice avec une personnalité, on a mis Jean Lassalle. On voit que dans un premier temps, effectivement, il y a des occurrences assez faibles de Knowledge Panel de manière générale sur le pool de pays qu'on a regardé, et que la France, il n'y a que 6% des recherches qui mènent
à avoir ce knowledge panel. Donc knowledge panel, on parle de la partie qui est à propos sur la droite, plus de la partie profil qui est en dessous. Et ce qu'on voit en dessous, les internautes recherchent aussi, c'est autre chose. C'est une autre serre, juste pour clarifier. Et donc du coup, voilà, c'est quelque chose qui est peut-être un peu moins intéressant pour du contenu, on va dire, en profondeur, parce que là, c'est vraiment, j'ai envie de lire quelque chose très rapidement sur un sujet et de me renseigner et d'avoir un maximum d'informations dans un minimum d'espace. Mais on verra un peu plus tard, dans la troisième partie de la conférence, qu'en fait, vous pouvez aussi apprivoiser ce knowledge panel pour des sujets business. Et on va vous montrer ça plus en détail. D'ailleurs, ce qu'on regarde sur le Knowledge Panel, et c'est quand même à noter, c'est que la SERP a été en croissance entre 2018 et 2021, mais depuis la fin de 2021, il y a une sorte de chute libre de Knowledge Panel qui est de moins en moins populaire. Donc, est-ce que parce que en fait il y avait moins de lectures, ça marchait moins, il y avait moins de clics, etc. Et du coup, la manière dont on faisait des recherches encourageait moins la prévalence de Knowledge Panel. Et donc, du coup, Google a décidé de diminuer la présence de cette SERP. Ou alors, c'est l'inverse, c'est Google qui a forcé. C'est toujours un peu compliqué de savoir l'œuf ou la poule. Nous, on pense que Google s'adapte vraiment de manière générale au comportement des utilisateurs. Donc, c'est plutôt la piste qu'on privilégie quand on observe ce genre de graphe. Donc maintenant, passons au feature snippet. Donc le résultat mis en, je ne me souviens plus de la traduction française. Si quelqu'un dans le chat, avec plaisir, on a essayé de la trouver. Donc ici, j'ai effectué une recherche, par exemple, de meilleur produit punaise de lit, qui est un sujet d'actualité à Paris comme à Londres. Et donc ça vous donne vraiment l'opportunité de se classer en haut des résultats organiques en mettant en avant votre contenu. On verra ça plus tard dans la conférence. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand même la France a une occurrence assez forte des feature snippets comparé à d'autres pays, donc 20% juste derrière le Canada. Et quand on a fait notre analyse donc, de 2018 à 2023 à nos jours, on s'aperçoit qu'au cours du temps, les feature snippets sont en train de prendre de l'importance et on pense qu'ils vont continuer à apparaître de plus en plus dans les recherches Google en France. Donc ça rend vraiment, c'est vraiment une opportunité à saisir quand vous créez votre contenu et ce qu'on verra après. Extrait enrichi, merci beaucoup. Pour la partie vidéo, on a voulu aussi regarder ça plus en détail puisqu'il y a eu un peu une hype à un moment autour des vidéos et puis même nous l'année dernière quand on vous a parlé raclette, on a parlé aussi de la manière d'optimiser son SEO sur YouTube. Donc, en fait, YouTube aujourd'hui est un moteur de recherche à part entière sur lequel les internautes recherchent directement des informations. Et donc, du coup, quand on tape quelque chose dans le moteur de recherche Google, il y a moins de vidéos qui sont proposées que ce qui était proposé vers 2019. Donc ça, c'est intéressant quand même déjà de regarder la diminution de la prévalence de cette SERP feature au fur et à mesure du temps. Ceci étant dit, ce qui est intéressant aussi, là, on vous prend toute industrie confondue. C'est qu'il y a certaines industries, bien sûr, pour lesquelles les vidéos sont plus pertinentes que d'autres. Là, par exemple, si on fait l'exercice sur le bricolage, on sait que c'est quelque chose pour lesquels les vidéos de tutos et autres, de comment est-ce qu'on installe ceci, cela et pourquoi il me reste une vis à la fin de mon package Ikea. C'est des choses qui peuvent être expliquées en vidéo et donc ça marche bien dans certaines industries, ça marche moins dans d'autres. Et donc du coup, c'est pour toutes ces SERP, en fait, c'est intéressant aussi de regarder vraiment industrie par industrie pour voir si vous avez quand même une opportunité à saisir. Je vois tout à l'heure qu'il y avait une réflexion sur les journalistes et rédacteurs web centrés sur la culture. Bien évidemment, pareil, si on regarde le secteur de la culture séparément, ça peut être super intéressant de voir que les SERP sont différentes et que la prévalence des SERP est différente. Le pack local, assez rapidement, on l'a un petit peu couvert dans la première slide de présentation. Moins important en France, soit, que dans les autres pays, donc que 5% en l'occurrence. Cependant, il faut quand même se rappeler que toutes les recherches, enfin, si vous souvenez personnellement de vos 30 dernières recherches sur Google, il y a une grosse possibilité que la plupart ne comportent pas des éléments locaux, donc la recherche d'un magasin, etc. Mais c'est quand même c'est quand même une SERP qui n'est pas à négliger, notamment pour les use cases de SEO local. Alors maintenant qu'on a regardé un petit peu comment les SERP, déjà ce que c'était et puis comment ça s'expliquait ou en tout cas ça performait d'un pays à un autre et quelles étaient les spécificités françaises, on va regarder plus en détail certaines SERP pour vraiment donner des tips concrets de comment les optimiser et expliquer un peu comment est-ce que nous on travaille aussi avec nos clients sur ces sujets-là.
Pour récapituler du coup les différentes SERP qu'on a regardées et les spécificités françaises, on voit globalement que les données parlent d'elles-mêmes. Donc il y a des SERP qui sont tendance en France par rapport à d'autres pays, Featured Snippet, Knowledge Panel, Réponse directe et les box d'images. Et puis, il y en a d'autres qui sont un peu moins utilisées en France qu'ailleurs. Autre question, alors on voyait que autre question, c'est quand même, il y a 62% de prévalence, donc c'est quand même important. Et on va dire que par rapport à d'autres pays où c'est 80, 85, 90%, il y a peut-être un petit peu moins de spécificité française, on va dire, autour de cette SERP-là. Les internautes recherchent aussi. Et puis ensuite, les packs locaux. Et alors, les packs locaux, on a dit que c'était assez peu prévalent, mais il y a quand même cette histoire de SEO local qui est vraiment intéressant. Et donc, du coup, on va quand même revenir dessus. Donc maintenant, après avoir donc présenté ces SERP, etc., être revenu sur la prévalence, penchons-nous sur la partie opérationnelle. Et le pourquoi donc il faut optimiser certaines SERP. Donc commençons par le Knowledge Panel. Donc bien sûr, on a dit que les Knowledge Panel étaient un peu en baisse. En revanche, ce sont des outils formidables pour votre marque, pour votre notoriété. Quels sont les avantages des fonctionnalités de SERP? Donc une visibilité accrue, donc les paniers de connaissances apparaissent de manière très visible en haut des pages et au-dessus donc des résultats de recherche organique, en haut des pages à droite. Cela signifie donc si votre entreprise ou votre marque dispose d'un knowledge panel, il est plus susceptible d'être vu par des clients potentiels. Effectivement, ce qui mène à une notoriété de marque améliorée. C'est une mécanique. Si vous apparaissez plus en haut des résultats de recherche, vous serez plus à même d'avoir votre marque qui est exposée et donne donc du coup aux utilisateurs un aperçu rapide de votre entreprise, de votre marque, peut-être de vos services, de votre nom, logo, etc. Ça peut vraiment contribuer à améliorer cette notoriété de marque. Enfin, du coup, donc, peut amener à une augmentation de trafic, puisqu'ils incluent souvent un lien vers votre site internet. Ça peut signifier que du coup, les utilisateurs peuvent facilement cliquer vers votre site internet afin d'accéder à votre site et d'apprendre davantage sur les services, les produits que vous offrez. Et enfin, ça contribue bien sûr à l'amélioration de l'expérience utilisateur. Les panneaux de connaissances offrent un moyen pratique donc de trouver ces informations sur votre entreprise. Par contre, il existe quelques inconvénients de cette SERP. Il y a bien sûr un contrôle donc assez limité en fait des informations qui sont affichées sur votre SERP puisque Google récupère ces informations de manière directe à partir de diverses sources, notamment donc Wikipédia, Wikidata et d'autres sites internet de confiance. Donc, ça signifie que parfois, vous pouvez avoir des informations inexactes ou qui sont pas à jour sur votre knowledge panel. Également, donc cette SERP est en concurrence avec d'autres SERP. Les panneaux de connaissances rivalisent avec d'autres fonctionnalités telles que les extraits en vedette, donc les feature snippets, les packs locaux et les extraits enrichis. Ah pardon, les extraits en vedette, c'était quelque chose d'autre. Donc cela signifie ça peut être plus difficile en tout cas d'obtenir l'affichage de cette SERP, de ce knowledge panel du vôtre qui est mis à jour. Et enfin, il y a quand même le risque de commentaires négatifs qui est à prendre en compte, puisque de commentaires pardon de vues de perception négative, puisque si votre panier de connaissances contient des informations qui sont inexactes ou négatives, donc elles pourraient nuire à votre réputation. Donc c'est vraiment important de surveiller cette SERP et on va vous donner quelques petits tips sur comment. Très simple. Premièrement, vous devez c'est sur le schéma, donc il faut vraiment travailler avec son développeur web pour être sûr que la SERP inclut les schémas de données qui sont disponibles sur votre site, donc les métadatas. Deuxièmement, donc vraiment travailler et maintenir à jour ces pages, donc Wikipédia, Wikidata, etc., pour qu'elles soient utilisées comme source sûre sur votre site internet ou votre marque. Enfin, troisièmement, donc les réseaux sociaux. Donc, comme on a vu quand on a tapé Jean Lassalle tout à l'heure, en personnalité, son knowledge panel comprenait des liens vers le Twitter, le LinkedIn, etc. Donc, il faut vraiment intégrer les réseaux sociaux. Donc, pensez à être assez actif sur vos comptes réseaux sociaux entreprises afin qu'ils soient récupérés par Google. Et enfin, actualisez donc vos comptes My Business. Donc, si vous possédez un magasin physique ou une entité physique, il faut être sûr de mettre à jour ces profils My Business sur Google et d'optimiser les pages des magasins locaux afin d'être sûr que ceux-ci puissent être inclus sur le Knowledge Panel.
Alors, sur les packs d'images, on n'en a pas forcément beaucoup parlé jusque-là, mais les packs d'images, ce sont les éléments visuels des SERP qui sont proposés, donc tout en haut. Donc là, on a nos deux exemples, hein, les marques de voitures et les crèmes Skin Lightening, c'est éclaircissante, merci. Et donc, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant d'avoir ces packs d'images, ou en tout cas de les utiliser? En fait, ça permet d'avoir une sorte de narration visuelle qui véhicule la notoriété de votre marque, enfin en tout cas la personnalité et les valeurs de votre marque, si vous en avez. Donc on pense à des logos qui sont voilà, très visuels, qui sont importants d'avoir en tête et qui permettent aux gens de penser à vous à travers la visualisation d'un logo. Ça permet aussi de se différencier, puisque du coup, effectivement, si vous, votre image est très visible et que celle de vos concurrents ne l'est pas du tout, eh ben, c'est quelque chose que vous avez gagné. C'est déjà une manière d'entrer dans la tête des gens et donc du coup, d'avoir un premier pas dans l'awareness que vous voulez développer chez vos clients. Ça permet aussi d'avoir une attraction locale. Et ça, je fais un point là-dessus, puisque du coup, moi, dans mes compétences, dans mon travail du quotidien, je travaille aujourd'hui à l'international, donc avec des équipes au Japon, en Asie, en Europe, etc. Et en fait, on a besoin d'adapter la manière dont on parle de SimilarWeb. On a besoin d'adapter aussi les visuels qu'on utilise d'une région à une autre pour vraiment être en synchronisation avec le public local. Et donc, du coup, ça, c'est un bon moyen aussi, si vous avez une stratégie de SEO local ou si vous opérez à l'international, d'être voilà, très détaillé là-dedans et de pouvoir raisonner avec une audience bien particulière. Et puis, un dernier point, c'est que c'est très pratique pour le mobile et pour la recherche vocale. Puisqu'en fait, sur mobile, on est d'abord dans un rapport visuel à ce qui nous est proposé sur écran, avec aujourd'hui la prévalence des images, des vidéos, etc. Un peu pour le meilleur et pour le pire. Mais en tout cas, c'est une SERP qui peut vraiment être bien fonctionner voilà, sur le mobile et donc du coup qui est à prendre en compte. Alors, comment faire si vous voulez développer ce pack d'images? Le premier point, c'est de travailler sur votre titre. Donc, le titre, il doit être succinct, le titre de votre image. Donc, par exemple, ici, London Eye, et avoir des traits d'union entre les mots, histoire que ça soit facilement compréhensible par Google. Le deuxième point, c'est sur le texte alternatif. Le texte alternatif, c'est ce qui décrit l'image. Donc, par exemple, une photo de chien sur une montagne enneigée. Voilà, si c'est ce que vous êtes en train de montrer, il faut que ce soit vraiment bien décrit pour que, une fois encore, ça donne des informations qualitatives à Google qui puissent comprendre vraiment ce dont vous parlez. Et d'ailleurs, que cette compréhension de ce dont vous parlez corresponde bien, on va dire, au contenu et à l'URL sur lequel vous postez cette image. Donc, par exemple, si vous êtes, on reprend encore notre histoire de raclette, on est un peu monomaniaque sur le sujet, mais si vous mettez une image d'une recette de raclette et que, du coup, vous allez mettre sur un URL qui n'a rien à voir et avec un texte qui n'a rien à voir, en fait, Google ne va pas comprendre, ne va pas faire le lien entre les différentes informations et donc, du coup, ça ne va pas forcément aller dans le pack image en haut. Et puis le quatrième point, c'est sur l'UX. Et donc, du coup, les images doivent être enregistrées sur le web et se charger correctement sur les appareils, puisque du coup, si le temps de chargement est trop long, etc., ça va vraiment être compliqué à Google de proposer ces images-là. Donc maintenant, passons à l'avant-dernière SERP qu'on va étudier, enfin, sur lesquelles on va vous donner des petits conseils. La feature snippet, donc les résultats en vedette. Donc très rapidement, pourquoi on va rappeler pourquoi il faut l'optimiser. D'ailleurs, un petit clin d'œil à SEMJ sur l'analyse sémantique comme arme ultime pour booster votre SEO. Donc il y a quelques points. Donc ça donne bien sûr une visibilité maximale. Donc vous pouvez obtenir la première place dans les résultats de recherche pour une visibilité accrue, une crédibilité. Donc vous gagnez en confiance en tant que source fiable, en renforçant donc la confiance des consommateurs, des utilisateurs sur sur votre site, votre marque. Vous pouvez mettre en avant votre contenu, donc vous mettez en avant votre expertise sur un sujet, par exemple CMJ avec l'analyse sémantique, ou le Parisien apparemment avec la réparation d'ordinateurs portables. Et enfin, tout ça engage un taux de rebond réduit comparé à d'autres contenus, parce qu'on garde les utilisateurs engagés, ce qui peut potentiellement conduire à davantage de conversions. Et enfin, un avantage concurrentiel, donc on peut gagner un avantage sur les concurrents qui négligent l'optimisation des extraits en vedette. Et comment? Donc, quelques petites pratiques. Premièrement, c'est important quand vous rédigez un contenu que vous voulez voir apparaître en feature snippet,
d'inclure la requête, donc le type de question, par exemple, quel outil pour l'analyse sémantique, ou voilà, comment améliorer l'analyse sémantique. Inclure le titre de la requête dans l'entête de votre contenu. Deuxièmement, après avoir saisi cette requête et l'avoir introduit en titre, vous devez répondre directement à la requête juste en dessous de l'entête, qui la contient. Et bien sûr, limiter du coup le nombre de mots à moins de 60 pour être sûr que cet extrait soit perçu par Google comme optimisé pour apparaître en feature snippets. Et enfin, donc bien sûr, il faut bien positionner ce texte. Donc, ne pas oublier de positionner le texte de vedette en haut de votre contenu. Bon, bien sûr, parfois, on ne peut pas répondre directement dès la première phrase. Il faut avoir une phrase d'introduction. Mais voilà, vraiment placer cette réponse plutôt vers le haut du contenu pour être sûr qu'il soit mis en avant par Google. Et enfin, les local packs dont Inès parlait tout à l'heure, dont on a vu qu'ils n'étaient pas vraiment prévalents en France. Et en fait, c'est quand même un use case intéressant. Donc, on a fait un use case comme ça avec Bricomarché, qui est un de nos clients, et qui en fait nous expliquait que pendant le Covid, il y a eu un moment où on était restreint à un rayon, on pouvait seulement aller dans un rayon autour de chez soi, je sais plus exactement le nombre de kilomètres, le nombre de kilomètres, et donc du coup c'était un moment où en fait les magasins étaient très restreints dans la population qui pouvait attirer, voilà, notamment en région, on va dire périurbaine ou rurale, et donc du coup ils avaient un enjeu en fait de SEO local, de faire en sorte d'attirer vraiment des gens dans ces magasins-là pour dire oh, nous on est ouvert et on peut répondre potentiellement à vos besoins. Et en fait, les local packs, si vous avez un enjeu comme ça de trafic local, c'est vraiment une super opportunité pour sortir du lot et pour mettre en avant votre marque. Alors, comment est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on a travaillé, nous, avec Bricomarché? Le premier point, c'est ce qu'on appelle Places. Donc, c'est bien sûr, il faut s'inscrire et compléter son profil d'entreprise à la fois sur Google et sur Bing Places, que celui-ci soit à jour. Ensuite, c'est utiliser des données analytiques pour identifier et prioriser les magasins en fonction de leur performance. Donc, si vous avez des magasins qui sont en travaux, etc., c'est pas la peine forcément de rediriger votre audience vers là-bas. Et donc, il faut être très à jour aussi sur la performance de vos magasins pour pouvoir pousser ceux dans lesquels vous avez le plus d'approvisionnement, par exemple. Le troisième point, c'est d'utiliser les avis des consommateurs. Donc, faire la promotion de vos entreprises locales en utilisant les avis des clients que vous avez réussi à fidéliser et en les mettant en avant, puisque du coup, Google va avoir tendance à remonter des magasins ou en tout cas des lieux qui vont être plébiscités par les utilisateurs. Et le dernier point, c'est bien sûr quelques fonctions avancées sur votre page, donc sur la rédaction du contenu en utilisant la sémantique et la langue locale, bien entendu, et puis en incluant l'itinéraire vers le magasin pour que du coup Google puisse comprendre qu'il s'agit ici d'informations qui peuvent être pertinentes à remonter dans un local pack. Donc encore une fois, si vous voulez plus d'informations sur Bricomarché, on en a fait un petit one-pager de comment est-ce qu'on travaillait avec eux là-dessus, parce que c'était vraiment un use case intéressant qu'on a revu après chez d'autres clients. Merci beaucoup à nous avoir écoutés. Juste avant de passer aux questions, on va nous présenter en tout cas. Vous avez pu voir dans cette présentation à quel point les fonctionnalités de la page des SERP en fait sont importantes dans votre stratégie SEO, et nous avons conçu un tout nouveau outil de suivi de classement en gardant cela à l'esprit. Donc on a un outil d'analyse interne du classement des SERP qui nous permet de repérer tout ce qui est nouveau sans attendre qu'un tiers, Google, décide de son importance. Ce que vous pouvez voir à l'écran également, c'est qu'on dispose de plusieurs fonctionnalités de la SERP, et c'est le seul outil au monde qui vous offre un aperçu de la composition des SERP pour les mots-clés que vous suivez. Donc, vous pouvez voir par exemple la répartition des résultats payants, organiques et des fonctionnalités des SERP en général, afin que vous plongez plus profondément dans les fonctionnalités spécifiques de la SERP, combien vous en possédez pour votre site et combien vos concurrents en possèdent. Et une dernière chose, c'est en fait, quelle est la clé au final pour être mieux classé, c'est de recourir à des meilleures données. Nous, nos outils de suivi de classement ainsi que nos autres outils SEO sont soutenus par des données de qualité premium. Après des années dans l'industrie, effectivement, on a découvert que c'était un élément important pour les référenceurs, et notamment l'accès à des données fraîches. Donc, on a une autre évolution assez passionnante chez Similarweb, c'est l'ajout du volume des 28 derniers jours qui vous permettent vraiment d'avoir des données fraîches sur quel volume de recherche sur les keywords qui vous intéressent, au lieu de vous fier à des moyennes mensuelles et donc de ne pas capitaliser sur de nouvelles opportunités.
et plus généralement sur qui nous sommes. Et ce sera notre dernière slide avant de passer aux questions et réponses. Donc, Similarweb, on est une entreprise qui existe depuis plus de 10 ans dans l'univers du marketing. On produit des outils à destination des professionnels du marketing et donc des professionnels du SEO, ce qu'on appelle l'intelligence digitale, vraiment à 360 degrés. On a une couverture massive de plus de 190 pays. Et on a une plateforme qui permet de réaliser à la fois des analyses de la concurrence, donc de comprendre non pas spécifiquement comment vous performez, parce que ça, vous pouvez le savoir sur Google Analytics et autres, mais de savoir comment votre concurrence et votre marché performent. Et donc, du coup, de réaliser des études de marché, des études d'audience, le suivi des mots-clés et des fonctionnalités SERP, etc., à l'aide de données qu'on met à jour donc quotidiennement, comme disait Inès, sur les 28 derniers jours, sur plus de 100 millions de sites web, 8 millions d'applications, 6 milliards de mots-clés avec plus de 1000 mots-clés qui sont ajoutés chaque jour à notre panel. Donc, tout ça nous permet de travailler aujourd'hui avec des clients extraordinaires à travers le monde de toutes les tailles, des entreprises petites, moyennes et grandes en France et à l'international. Voilà. Rien que ça. Bravo Alix, bravo Inès, c'était passionnant. Je crois que ça va passionner tout le monde. Il y a beaucoup de questions. Donc, on va y passer en fait aux questions. Et du coup, à toutes les deux, je vais vous inviter à vous rendre dans l'onglet questions, à trier par vote et à choisir en fait les questions auxquelles vous voulez répondre et à cliquer sur démarrer la réponse en direct de manière à ce qu'elle s'affiche sur l'écran pour tout le monde et qu'on puisse les voir. Alors, je vois que la première question, c'est sur la partie autres questions. Donc, quelle est la manière la plus efficace de remonter dans autres questions? Alors, c'est un petit peu ce qu'on a expliqué dans les slides précédentes. Ah oui, je vois qu'on répond direct. Ah ouais, c'est un peu ce qu'on a expliqué dans les slides précédentes sur Feature Snippet. On va dire que ça va être la même chose. Donc du coup, c'est comment est-ce que Google nous permet aujourd'hui de remonter l'information. Donc c'est poser les questions de manière précise. Et par exemple, quand vous faites un article sur une raclette, on reprend encore une fois cet exemple-là, ça va être numéro 1, comment faire fondre le fromage, numéro 2, comment découper la charcuterie, j'en sais rien. Et donc du coup, vraiment savoir poser les questions en tête et ensuite répondre directement de manière claire et concise à cette question directement en dessous, histoire que Google puisse reconnaître en fait directement des panels, enfin des bribes de contenu qu'il va pouvoir réutiliser directement en faisant le lien entre différents sujets. Et donc du coup, quand vous couvrez un sujet, n'hésitez pas à faire des articles connexes sur des sujets qui sont proches pour que vous puissiez remonter. Donc on prend un exemple qui est plus, on va dire, business aujourd'hui. Donc comment utiliser l'analyse sémantique dans votre stratégie SEO. Et bien vous pouvez aussi couvrir comment utiliser les SERP dans votre stratégie SEO. Et donc, en fait, Google va associer les différents sujets les uns aux autres si vous traitez des sujets qui sont connexes. Et donc, du coup, vous pouvez permettre de remonter dans cette partie autres questions de manière super efficace. Merci Benoît Sabatier qui a posé cette question. Donc de Rémi Martineau, votre étude montre l'importance de l'évolution de la section autres questions posées, People Also Ask. Est-ce que ça peut être une solution pour être intégré dans ces résultats? Comment préconisez-nous cette pratique? Si c'est le cas, avez-vous un plugin WordPress à conseiller? Donc effectivement, en regardant nos données, on avait vu que autre question, c'était la question, c'était la SERP, une des SERP les plus utilisées. Donc on n'a pas alors spécifiquement de plugin à recommander. En revanche, on a quelques conseils. Encore une fois, et c'est toujours, ça revient toujours de manière assez proche la mise en avant d'autres SERP. Mais globalement, la première étape, c'est de rechercher sur Google, faites vous-même des recherches, en tout cas, ou grâce à un provider de données comme nous, regardez quelles sont les questions les plus fréquemment posées par les utilisateurs. Regardez quelles sont les related search. Nous, chez Similarweb, on a justement un outil qui nous permet de faire ça et comparer au sujet de la question. Ensuite, il faut bien sûr créer un contenu de qualité donc qui répond à ces questions et incorporer donc ces People Also Ask Questions au sein de votre contenu. Ça vous permettra potentiellement de rank assez haut dans les résultats. Ouais, donc comme on disait sur la question précédente, effectivement, c'est couvrir des sujets qui sont connexes les uns aux autres dans différents articles de blog, vraiment poser des questions telles que vous les poseriez dans Google dans votre article et donner des réponses qui sont concises avec, si possible, des liens dans vos réponses vers des sites qui ont autorité, qui font autorité sur le marché. Ça vous permettra aussi d'être reconnu par Google comme une source fiable. On a encore 5 minutes pour répondre à des questions. Je vous laisse les choisir. Alors, la question numéro 3, est-ce que les données structurées sont toujours d'actualité pour apparaître dans les extraits enrichis?
Est-ce qu'on peut préciser la question parce qu'on n'est pas sûr de comprendre ce que vous entendez par données structurées? Les métadatas? Ah oui, je pense que c'est la schéma, les données schéma. Donc les métadatas de votre site pour apparaître dans les feature snippets. Oui. On va demander à Marjorie de préciser si elle peut dans le chat, si elle est toujours là, Marjorie. Marjorie, si tu es toujours là, n'hésite pas à nous en dire plus. Marjorie, tu n'es pas partie manger, j'espère. Tu veux la réponse à ta question? Sinon, en attendant à la réponse à la question suivante de Rémi sur actuellement SimilarWeb se base principalement sur les données Google Analytics pour analyser le trafic spécifique des sites. Alors non, c'est une fake news, Rémi. Ouais. On sera ravis. C'est une des sources, mais on est loin d'être la seule. De t'expliquer. Donc je vais peut-être récapituler rapidement la manière dont on analyse nos données, enfin dont on collecte nos données. Donc on a 4 sources. La source principale, c'est on est propriétaire d'un panel de consommateurs. Et donc, du coup, on suit plusieurs millions de devices dans le monde. Donc, comment est-ce qu'on fait pour être propriétaire de ce panel? C'est qu'en fait, on a tout un tas de plugins aujourd'hui, donc d'extensions navigateurs et d'applications mobiles qui sont opérées en marque blanche par SimilarWeb. Et quand les utilisateurs téléchargent ces extensions Chrome ou ces extensions sur différents navigateurs et ces applications mobiles, ils consentent à ce que nous, on suive la suite d'URL, du coup, à nous donner la suite d'URL et on ne sait rien d'autre d'eux. Et donc, en fait, on projette toute cette suite d'URL, donc par exemple, google.com/search/chaussures, ensuite zara.com, ensuite zara.com/chaussures, etc. On reconstitue le parcours des consommateurs et on permet de projeter ça à l'échelle macro. Donc, ce panel aujourd'hui de plusieurs millions de devices dans le monde et dont on a aussi plusieurs millions de devices en France qu'on suit, et on dit bien device et non pas personne, on essaye d'avoir, il est ouvert à tous, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément représentatif de la population. Et pour faire en sorte qu'il soit représentatif, on compare ce set de données au set de nos clients Google Analytics, Adobe Analytics et autres, à des données, donc ça c'est le numéro 1, numéro 2 à des données publiques et numéro 3 à d'autres providers de données avec lesquels on a des partenariats. Donc ce qui fait qu'en fait, on va entraîner notre propre set de données, à savoir s'il est proche de la réalité ou trop éloigné de la réalité. Donc non, en fait, on ne se base pas principalement sur des données Google Analytics, c'est vraiment une toute petite source de vérité pour nous. Et donc du coup, on a d'autres logiciels de tracking, Matomo, etc. Donc pour l'instant, on les a pas inclus parce que ça représente vraiment une faible part de marché par rapport à AGA et Adobe Analytics, de nos clients dans le monde. Mais on a notre propre panel. C'est vraiment ça aujourd'hui notre source de données. Voilà, c'est ce qu'on appelle des réponses extrêmement précises. On peut revenir du coup sur la question de Marjorie. Est-ce que les données structurées sont toujours d'actualité, pour apparaître dans les extraits enrichis? Marjorie, elle a précisé en fait sa question. Par exemple, ça peut être les questions à puce, les données FAQ, les données fac page. Donc, est-ce que ça vous parle, les précisions de Marjorie? Ah oui, alors effectivement, donc les FAQ donc sur les sites, est-ce que ça va permettre d'être mieux ranké dans les feature snippets? Donc ça fait partie tout à fait des choses qui sont à bien considérer. Ça, tout ce qui va être guide d'utilisation, how to, etc. Sont des choses qui peuvent vraiment vous aider à être mieux ranké. Donc ça, et d'où quand même l'intérêt d'optimiser son site de manière à ce que ces données soient facilement pullable, enfin en tout cas compatibles avec la manière dont Google tire ces données de votre site internet. Donc, vraiment regarder à l'architecture. Ok, parfait. Il nous reste le temps pour une dernière question. Du coup, je vous laisse la choisir. Alors, moi, j'en ai vu. Il y a une question sur le SEA, sur les SERP. Je pense que on n'est pas fort. Alors, il y a juste une manière dont on peut répondre à cette question. On n'a pas effectivement fait beaucoup de recherches pour cette conférence sur celle-ci, mais globalement, sur le SEA, une grosse tendance au niveau des SERP, c'est le local pack. Donc, la recherche locale, les recherches locales, le SEO local, c'est une des tendances qui commence à vraiment être poussée par Google sur le paid, sur la recherche payée, sur les résultats payés. Donc je pense que c'est celle que j'ai en tête. T'en as une autre ou? Donc sur tout ce qui est paid, les tendances en fonction des pays. Alors bien sûr, il faudrait qu'on fasse une analyse plus poussée sur le sujet, mais c'est sûr que c'est très différent. Et en fait, surtout, ce qu'on a observé quand on a fait cette étude, c'est que les manières de rechercher sont très différentes, notamment avec l'arrivée de la voix, qui est quelque chose qui est de plus en plus utilisé aux États-Unis. Alors je sais pas si ici il y a des fanatiques de Siri par exemple qui utilisent ça, mais c'est pas encore extrêmement répandu en France. C'est quelque chose qui est de plus en plus répandu aux États-Unis, et donc du coup les marques commencent à réfléchir, Google commence à réfléchir à quel est l'avenir du paid à la voix.
et de comment est-ce qu'on pousse des résultats qui sont payants quand on nous pose des questions à l'oral. Donc ça, c'est à surveiller. Ça pourra aussi faire l'objet d'une prochaine conférence avec SMJ. Avec grand plaisir. Si vous avez des questions pour Inès et Alix, vous avez leur mail, Inès Durand et Alix Romatet @similarworld.com, donc n'hésitez pas à les contacter pour de plus en plus d'informations. Est-ce que je peux vous demander de passer juste maintenant sur la slide suivante que vous avez normalement dans votre présentation, puisque j'ai pas la main. Donc, et j'en profite en attendant pour vous rappeler un très grand merci pour cette conférence qui était passionnante. Et on va faire une pause. On va laisser tout le monde quand même aller manger, c'est important. On va pas gargouiller jusqu'en fin d'après-midi et jusqu'à la roulette du SEO à 16h30. Et avant cela, on va avoir notre prochaine conférence qui démarrera à 13h30. Les erreurs UX qui pénalisent votre site, par Fanny Pourcenou, qui est Director of Global Design chez Content Square. Content Square, ici, connaissent un petit peu en UX de site. Donc, je vous invite à vous connecter à 13h30 pour assister à cela. Et n'oubliez pas les offres spéciales de CMJ, un workspace supplémentaire offert sur l'acquisition d'une plateforme business avec plein de belles choses, le suivi de position, l'AI plus content, l'atomic content, la fonctionnalité cocon sémantique, mind mapping, etc., etc. Je tiens à tous vous remercier pour votre attention, pour toutes vos questions très pertinentes. Un grand merci Alix, un grand merci Inès, c'était passionnant. On n'a que des conférences géniales là depuis le début de ce SEO Square, c'est vraiment très très chouette. Et la vôtre était dans le haut du panier. Donc voilà. Bon appétit et mangez pas trop de chocolatine au Saint-Marcelin. Ça a marché. Dites pas chocolatine, s'il vous plaît. Donc je compatis. Bon voilà, du coup je vous souhaite une très belle journée à toutes les deux et au plaisir de vous revoir sur une prochaine conférence avec CMJ lors d'un prochain SEO Square ou d'un prochain webinar en solo. Donc merci à toutes les deux, merci Alix, merci Inès, merci à tout le monde.